Nous retrouvons Nicolas Zubac, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de la bataille de Verdun et du fort de Vaux. Voilà, merci. Merci de nous accueillir ici, C'est un grand plaisir. dans cet environnement qui est quand même époustouflant. Un bout de l'histoire de France s'est passé ici. Voilà, un gros événement de l'histoire de France, en fait. On a du mal à s'imaginer parce qu'on a de la forêt partout, tout autour de nous. Mais à l'époque, voilà, c'était un paysage qui était lunaire, retourné. Une bataille terrible qui affrontait l'armée française et l'armée allemande dans cette année 1916. Les Allemands venant de derrière ayant pour objectif de prendre la ville de Verdun et les Français qui essaient de leur barrer le chemin. Donc tout ce champ de bataille maintenant a été reboisé, parce qu'on l'a reboisé 10 ans après la Première Guerre mondiale. Donc ça change sa configuration, mais il ne faut pas se tromper. Toute cette forêt que l'on a autour de nous, c'est comme un grand linceul végétal qui recouvre un terrain qui a été complètement dévasté, labouré, qui est resté en l'état. Il n'y a pas de biodiversité, c'est ce que vous êtes. Il y a de la biodiversité tout de même, puisque la vie reprend la nature reprend ses droits toujours. Ouais. Mais il est vrai que cette forêt elle est plantée sur un espace qui est resté dans l'état de destruction de 1916. Et combien d'hommes ont été présents ici? Combien de Français, combien d'Allemands se sont affrontés? Alors l'estimation en 10 mois de temps, 300 jours de bataille. À tour de rôle, on a eu 1 100 000 Français et 1 200 000 Allemands qui sont venus s'affronter sur ce champ de bataille pendant 10 mois, non-stop. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est une bataille non-stop, jour comme nuit, pendant 300 jours. C'est immense. C'est complètement surréaliste. Et il y a combien? C'est les deux tiers, les trois quarts de l'armée française? Vous prenez toute l'armée française de 1916, entre les 2 tiers et les 3 quarts, en effet, sont passés sur le champ de bataille de Verdun. Et ça va. Aucune autre bataille du côté français n'a connu un tel turnover. Donc il y a donc ce sentiment pour les soldats qui viennent, puisqu'ils se rendent compte pendant cette année 1916 qu'ils sont quasiment tous en train d'y aller, que finalement ils ne défendent pas que Verdun derrière ça, c'est toute la France. Et ça, c'est quelque chose qui était très ancré dès la bataille, dès les événements même en 1916. Et ils avaient aussi à l'esprit, il y avait un climat tendu, c'était pas la fleur au fusil qui partait à Verdun. Absolument pas. Absolument pas. C'est un mythe. C'est à la fleur au fusil quand ils sont partis déjà en août 1914, que tout le monde était parti. Non, c'était la stupéfaction, il ne faut pas croire, l'inquiétude, parce qu'on se projetait vers l'avenir, on se projetait vers l'inconnu. Et forcément, les guerres, on se doutait. Alors, on a été encore bien en dessous de la réalité, mais on se doutait que les armements allaient être meurtriers, mais pas à ce point. Donc pour vous dire, c'était une grande inquiétude. Et les soldats pour cette année 1916 qui montent à Verdun, il faut se rendre compte que vous avez 2 catégories de soldats qui montent, que ce soit français comme allemands d'ailleurs. Vous avez des soldats expérimentés et cette bataille, on l'entend déjà à des dizaines de kilomètres aux alentours. C'est la revanche, l'esprit revanchard? C'est pas l'esprit revanchard, c'est-à-dire que là, en fait, depuis la bataille de la Marne, depuis 1914, l'année 1914, les Allemands pour la seconde fois attaquaient en masse la France dans une bataille décisive. Et donc ces soldats qui, si vous voulez, cette bataille, elle a déjà une réputation avant même que l'on monte, parce qu'elle est couverte par la presse. Les types, quand sur les autres parties du front, ils sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, et ils n'ont qu'une peur, c'est d'y être projetés. Et quand ils se retrouvent projetés, du côté français, montés par les camions de la Voie sacrée, ce champ de bataille de Verdun, eh bien, vous aviez des soldats expérimentés qui, au bombardement, tout ça, se doutaient que c'était vraiment une très grosse bataille. Et à côté, vous avez des soldats pour lesquels c'était le baptême du feu. Il y avait un stress épouvantable, parce qu'en fait, il s'agissait de se projeter sur ce plateau. Il faut vous imaginer, en pleine nuit, c'est comme si on était en plein milieu d'un immense feu d'artifice. Bien sûr. Et de jour, tout était recouvert de fumée parce qu'il y a toujours une partie du champ de bataille qui était bombardée. Donc tous avaient l'impression de prendre leur part de misère dans cette bataille-là, d'aller se faire casser la figure à tour de rôle là pour défendre Verdun et la France. La France avant tout. Voilà. Et combien sont morts justement ici? Alors, impossible de... On a évidemment une estimation, en tout, français comme allemand. On a 300 000 morts, plus de 300 000 morts. Plus de 300 000 morts en 300 jours. Ça fait en 300 jours. 1000 morts par jour. 1000 morts par jour. Imaginez, c'est surréaliste. Encore une fois, à l'heure actuelle, si on avait les guerres avec autant de pertes, on dirait on arrête tout de suite. Du côté français, c'est 163 000 tués et les Allemands 143 000. Donc on est presque à égalité. Mais ce qui est effrayant, c'est que sur tous ces soldats qui ont été tués, sur les 163 000 soldats français tués, vous avez 100 000 soldats qui sont portés disparus. Oui, qu'on n'a même pas retrouvé les corps. Voilà, il y en a plus d'un sur 2 qui a disparu. Et comment expliquer qu'ils aient disparu? Eh bien, c'est l'acharnement des bombardements, les obus qui émettent les corps, qui les émiettent, qui les effritent, qui enterrent, qui les déchirent. Et donc, ils se retrouvent là, complètement dans cet enfer, dans ce hachoir. Les Français parlaient de hachoir pour parler de la bataille. Déjà. Hachoir parce que le terrain était martelé. Les Allemands parlaient de Mühle. Mühle, en allemand, c'est le moulin, mais le moulin écrasait le grain. Donc, pour montrer qu'ici, on était vraiment sous une concentration de tir et qu'il y avait un impact très fort, psychologiquement et physiquement, parce qu'il y a eu beaucoup de corps sur le terrain. Et toute cette forêt qui est autour de nous, là, tout ce que vous voyez autour de nous, il reste encore à l'heure actuelle, dans cette forêt, de l'ordre de 80 000 corps. Que l'on n'a pas encore retrouvé. Voilà, pour beaucoup, il n'y a plus rien. Ils sont complètement émiettés. Bien sûr. Mais on en retrouve de temps en temps, c'est des soldats qui ont été enterrés sur le champ de bataille, soit vivants,
soit inhumés par leurs camarades et dont la tombe était restée finalement sur le champ de bataille, tombe qui a été plus ou moins chamboulée. Mais 80 000 corps tout autour de nous, sans compter ceux qui sont à l'ossuaire. Et si on allait voir un bout de l'histoire de Verdun? Et si on allait au fort de Vaux? Eh bien, allons-y. C'est parti. Nous sommes au fort de Vaux, donc un fort qui a été très important entre le 2 et le 7 juin 1916, c'est Voilà, bien ça? absolument. On est dans un des épisodes les plus célèbres de la bataille de Verdun, qui illustre vraiment l'abnégation dont ont fait preuve les soldats français et allemands pendant cette bataille. En effet, ici, ce fort s'est retrouvé être assiégé par les troupes allemandes. Ils voulaient absolument le conquérir parce que c'est un point d'accroche très important sur le champ de bataille de Verdun. Et ce qui fait que les Allemands vont réussir, en attaquant aux premières heures du 2 juin 1916, à déborder le fort, à le contourner, à monter sur les dessus du fort et en même temps à se rendre maître de 2 blocos qui permettaient de défendre les fossés du fort. Donc à partir de là, dès le 2 juin 1916, on va se retrouver dans une situation où les Français vont être bloqués à l'intérieur. Et la grande question est de savoir, allaient-ils continuer à résister? Et c'est ce qu'ils vont faire. Et est-ce qu'ils étaient bloqués et encerclés de tous les côtés du fort? Alors, ils n'étaient pas totalement de tous les côtés. Les Allemands étaient au-dessus, ils étaient encerclés, on va dire, aux 3/4. Il y avait une possibilité de sortie en direction du sud, vers les positions françaises. Mais malheureusement, du fait que les Allemands s'étaient établis sur les superstructures du fort, il leur était impossible de sortir, puisqu'ils étaient pris sous les feux des armes automatiques. Et les Allemands connaissaient les plans du fort? Alors, ils n'ont pas tous les soldats allemands. Il y a quelques officiers qui ont une vague idée, en effet, de savoir à quoi ressemble le fort. Par contre, parmi les soldats qui vont attaquer, on a des officiers du génie, cette arme qui est en charge finalement de construire ou de détruire, et qui avaient une idée, qui avaient déjà vu ce qu'étaient des forts. Donc, ils avaient quand même, uniquement ces officiers-là, une idée de savoir à quoi pouvaient ressembler ces forts. Et ce fort, du coup, il a été construit en... Qui a décidé? Est-ce que c'est la Troisième République ou est-ce que c'est à l'approche de la guerre au début du siècle? Non, non, c'est la Troisième République, dans l'idée de... Troisième République. À l'idée, en fait, c'était qui était aussi la Troisième République, mais c'était en effet, suite à la perte de l'Alsace et de la Moselle, on a débloqué des crédits pour pouvoir construire, à partir du milieu des années 1870, une nouvelle ligne fortifiée pour défendre le nord-est de la France, le nord et le nord-est de la France. Et donc, de fait, ce fort-là, il a été construit entre 1880 et 1884, parce qu'il s'agissait, c'est un des 28 forts qui est tout autour de Verdun, puisque Verdun s'est retrouvé être une des principales places fortifiées face à l'Allemagne. N'oublions pas une chose, face à Metz, puisque Metz était devenue allemande. Était prise par l'Allemagne. Et au plus fort de la bataille, vous nous avez dit, il y a eu 600 soldats français qui étaient bloqués à l'intérieur. Ici, voilà, tout à fait. Face à combien d'Allemands? Alors, les Allemands qui étaient autour, c'est les éléments de 2 régiments différents. Donc on va dire entre ceux qui étaient à l'intérieur du fort pour essayer de pousser, attaquer à l'intérieur, et en comptant ceux qui étaient au-dessus aux alentours, on est de l'ordre de 2 bataillons, on peut dire de l'ordre de 1600-1700 hommes. 1700 hommes face à 600 voilà. soldats français qui vivaient dans des conditions difficiles. Je crois qu'il n'y avait pas l'électricité. Absolument, il n'y avait pas d'électricité puisqu'il n'y avait pas… Seuls les derniers forts Serré-Rivière qui avaient été construits avant la guerre de 14 étaient électrifiés, ce n'est pas le cas de celui-ci. Donc imaginez-vous, ici c'était une lumière qui était irrégulière, à la bougie, à la lampe à huile, à la lampe à pétrole. Donc ça alourdissait considérablement l'ambiance qu'il y avait parce qu'il y avait les échos des explosions aux endroits où se battaient Français et Allemands. Jour et nuit? Jour et nuit, tout à fait. Jour comme nuit, les Allemands ont tenté de pousser pour essayer d'atteindre la partie centrale du fort. Nous trouvons la caserne, parce que c'était là où s'étaient regroupés les hommes. D'accord. Et la ligne de front était sur combien de mètres exactement? C'est-à-dire que là, nous sommes dans la partie française. Oui, absolument. On ira la voir après. Ouais. La ligne de front est plus loin. Sur combien En fait, c'est des espaces très, très étroits. On a 3 espaces. On a, en gros, je dis 3, c'est plus 2 espaces. Imaginez-vous 2 galeries qui font 1,50 m de large, 1,80 m de haut, et c'est ça le front à l'intérieur du fort de Vaux, puisqu'en fait, c'est des barricades qu'ont dressées les Français, et c'est les seuls points d'accès dont disposent les Allemands pour essayer de pénétrer dans la partie centrale du fort. Donc le front, il est assez particulier, c'est-à-dire au-dessus, il n'y a pas de mouvement parce qu'on est complètement bloqué à l'intérieur. Par contre, le lieu d'affrontement, c'est vraiment ces 2 espaces très étroits, ces espaces qui sont ridiculement étroits, et on imagine le stress que ça pouvait représenter. Et pourquoi l'état-major allemand n'a pas du coup voulu
encercler. Ah, ils voulaient l'encercler. Simplement, c'est qu'ils n'ont pas pu réussir à le verrouiller complètement parce que les Français qui avaient été repoussés en extérieur n'étaient pas restés très très loin, ils étaient à 200 mètres. Donc les Français ripostaient, tiraient. Et pour les Allemands, ils ont été dans la capacité où c'était très très difficile pour eux de vraiment enserrer totalement le fort. Enserrer le fort. Et le moral, je suppose, était compliqué pour les Ouais, soldats français. pour les soldats qui sont à l'intérieur, en effet, nous on connaît la fin de l'histoire. Si on sait que le siège va se terminer le 7 juin, Oui. mais à l'époque, voilà, ils sont enfermés à l'intérieur, ils sont complètement dans cette ambiance qui est totalement oppressante. Ils vont commencer, évidemment, quand on imagine un fort comme ça qui est bondé de matériel et de monde et qu'on a peur, on ne sait pas ce que va faire l'adversaire. C'est ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il va avoir les moyens de détruire le fort? Est-ce qu'il va avoir les moyens? Ils avaient une peur bleue qu'ils arrivent avec des lance-flammes pour brûler tout le monde à l'intérieur. Déjà en 14, en 16, ça existait. Absolument, les lance-flammes ont été D'accord. utilisés dès 1915. Vous avez des unités qui sont allemandes comme françaises d'ailleurs. Les Français n'en parleront pas, mais ils les ont utilisées aussi. Des lance-flammes, qui est une arme évidemment qui est terrifiante. Bien sûr. Donc il y a cette peur-là, il y a cette ambiance, cette ambiance qui est très oppressante. N'oublions pas une chose, c'est que quand le siège a commencé, il y a eu des blessés français qui ont été ramenés à l'intérieur du fort. Donc en plus, on entendait dans cette galerie où il y a de l'écho les appels au secours des blessés aussi. Très bien. Donc imaginez-vous, les types se disaient quand est-ce qu'on va être dégagé, quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et ce qui scandait finalement le temps de l'occupation du fort, c'est les explosions qu'il y avait dans ces deux galeries dont je vous ai parlé, puisque c'est par là que les Allemands essayent d'avancer pour pénétrer dans l'espace central. Explosion assourdissante, vous disiez qu'on Terrible. irait les voir, des grenades. Ouais, absolument. Et l'explosion, imaginez-vous dans l'espace confiné, quand ça explose, le bruit est démultiplié, l'écho se répercute partout. Et puis après les explosions, il y a les cris de panique, les hurlements, les coups de feu. Il faudrait en fait, pour se rendre compte de ce que c'était ici, il faudrait s'amuser à jeter des pétards, rien qu'ici, pour pouvoir se donner une idée. Rien qu'avec l'écho de nos Rien voix. avec l'écho de nos voix, déjà on imagine. Ouais. Donc vous imaginez les explosions, Ouais. les hurlements, les coups de C'est feu et la panique, parce que les types qui sont là ils ne peuvent pas voir ce qui se passe, puisque c'est dans les prolongements qu'on ne voit pas là. Bien sûr. Et d'avoir toujours cette peur de voir surgir l'adversaire. L'adversaire en face de soi. Exactement, et de savoir, et on ne connaît pas ses intentions. Donc c'est psychologique, les types n'ont plus forcément de notion du jour et de la nuit, Oui, puisqu'ils sont bien complètement sûr. confinés. Il y a de la grande fatigue psychologique, et surtout ce qui va accélérer la chute du fort, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Même dans les souterrains. Dans si les c'est- citernes, voilà, Ok. les deux pièces qui sont remplies d'eau, eh bien, ça fait très longtemps, du fait de négligence, qu'elles sont vides. Donc il n'y a plus d'eau. Et donc là, sans eau, avec les poussières des explosions, avec les fumées, les gaz délétères, vous imaginez que les types, voilà, ils n'avaient qu'une seule envie, en fait, c'était de sortir. De sortir. Sortir ou d'être dégagés par les copains en extérieur, voilà, avec une contre-attaque en extérieur. Puis c'était ça leur espoir, qu'une contre-attaque les dégage. Et ils ont fait le travail eux-mêmes. Eh bien, ils ont attendu, enfin ils ont tenu leur barricade et ils attendaient que la réponse vienne de l'extérieur et malheureusement pour les Français, ben, il n'arrivera pas. On va peut-être aller voir maintenant là où ils vivaient, là où ils avaient peur, là où ils ont peut-être écrit des mots à Oui. leur famille. Probablement, on n'a pas forcément de traces, on a des récits a dommage. posteriori. D'accord. Mais en tout cas, évidemment, là, dans cette ambiance de fin de monde dans laquelle Ouais. ils se trouvaient, beaucoup ont dû, en effet, s'ils en avaient encore la force et encore les capacités intellectuelles, parce que certains étaient devenus neurasthéniques dans le contexte dans lequel on se trouve, eh bien, c'est fortement qu'ils devaient penser en regardant des lettres de famille, des portraits d'êtres aimés, ils devaient penser, s'accrocher à ces objets d'espoir en disant que je vais m'en sortir, qu'ils allaient s'en sortir. Évidemment, voilà, nous, encore une fois, on connaît la fin, mais pour l'époque, voilà, c'était Ça devait comment être très ça devait être terrible. Une semaine très difficile. C'est pour ça qu'on est dans un des exemples les plus marquants finalement de cette abnégation qui a été manifestée par les soldats français comme allemands sur le champ de bataille de Verdun. Très bien. On va voir les dortoirs? Allons-y. Merci. Alors, on est au cœur de l'espace de vie, si je Oui, puis tout à fait, si de je vie puis ou me de permettre, survie. de survie Ouais. des soldats français. Absolument. Donc imaginez-vous, contrairement à aujourd'hui, la casemate dans laquelle nous nous trouvons était pleine de soldats, puisque le fort il est fait pour 280 hommes seulement. Et on Il y a était 600. 600. Donc de fait, voilà, c'est bondé d'hommes, de matériel, avec un éclairage encore une fois qui est blafard. Le mur qu'on a dans le fond, il a été refait après les combats de 1916, mais il y avait des ouvertures. Et les ouvertures, forcément, les Français les ont obstruées parce que les Allemands sont au-dessus, auraient pu balancer des explosifs. Bien sûr. Donc il y a cette lumière blafarde et le fait qu'on ait refermé qu'on ait bloqué les fenêtres, eh bien, la lumière, il n'y en a quasiment pas. Les types sont les uns sur les autres, les odeurs sont très fortes.
forcément. Le manque d'hygiène sur le front, de toute façon, est là, mais en plus, on est confiné. sûr. Donc ça sent le cuir, ça sent la sueur, ça sent les excréments, ça sent l'ammoniaque parce que les types ne peuvent plus sortir. En même L'explosif. temps, ça sent le soufre, Le fait soufre des de explosifs, l'explosif. tout ça. Et les types sont toujours là. Alors imaginez-vous, eux, ils attendaient à l'oreille aux aguets finalement en entendant, puis il y avait, en entendant les explosions qu'il y avait aux différentes Oui. gaines, là où les Allemands poussent pour essayer d'avancer, les appels au secours qui résonnaient. Voilà, ça plongeait tout le monde dans une sorte, pour beaucoup d'hommes, dans une sorte d'état second parce que psychologiquement, c'était très très dur. Et il y avait un commandement ici, Il y avait un commandant. sur place? Le commandant, lui, Avec n'était les pas dans la soldats? pièce là, mais D'accord. il y avait quand le fort était encerclé, il y avait son commandant qui était là, le commandant Rénal, qui sera fait héros national avec le siège, puisque la résistance opposée par les Français va être prise comme un exemple à suivre par l'état-major et donc Bien sûr. repli par la propagande et donc présenté à l'ensemble de la population. Mais il est vrai que la garnison est commandée. Mais il est vrai que tant pour le commandant que pour les soldats qui sont à l'intérieur, sont des amateurs, ne sont pas des soldats spécialisés de la fortification. Ils ont été Voilà. enrôlés, je sais pas Voilà, si c'est parce qu'en fait, c'était la logique de défense des forts. En fait, vous savez, les soldats tournaient sur le champ de bataille et c'était pareil. On ne peut pas rester des mois et des mois sur le champ, c'est pas Bien sûr. possible. Moralement, moralement puis physiquement, je veux dire, c'est pas possible. Donc, même dans les forts, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait une rotation de troupes qui occupaient les forts, Bien sauf sûr. que les soldats qui occupent un fort ne savaient, pour l'immense majorité d'entre eux, ils ne savaient pas ce qu'était un fort avant. Donc, le commandant du fort, le commandant Rénal, qui était un officier valeureux, il avait été blessé avant d'être affecté ici. Eh bien, Rénal, en fait, il ne sait pas ce que c'est qu'un fort. Donc, ils ont tous essayé un peu de faire comme ils pouvaient pour se défendre, sans connaître vraiment les réelles capacités qu'offraient les forts. Et il y a un dernier élément aussi, les types sont toujours en train de regarder la voûte. C'est comme le. Parce que ça, il y a déjà, ciel. c'est le ciel, et en même temps, comme il y a des obus qui frappent de temps en temps le dessus, ça libérait de la poussière aussi. Ils ont Ça peur. peut être- et il y a toujours peur d'effondrement. Ouais. Ils ne connaissent pas la capacité de résistance du fort. Donc il y a toujours quand même cette inquiétude de regarder constamment au-dessus, de peur qu'un obus très lourd finisse par effondrer la voûte. Ce qui peut arriver, la caserne a traversé la guerre sans avoir été détruite. Le moral doit être quand même très très fort pour, à hauteur de soldat, d'avoir déjà ce lieu qui résonne, les Totalement. odeurs, le bruit, Totalement. la guerre, le front juste, Totalement, mais les combats qui sont juste à nos portes. Là. juste aux portes. C'est vrai que psychologiquement, c'est très très difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a l'importance d'avoir des officiers qui continuent à commander à l'intérieur. Oui. Parce que quand on est pris là-dedans, on n'a qu'une envie, c'est sortir. Et si on allait voir justement là où se cristallisent les combats, je Absolument. crois qu'il y a des traces Il y a très des- marquantes. Totalement. Allons voir. Nicolas, vous m'avez emmené dans un endroit incroyable, un endroit où il y a une histoire épatante qui s'est passée ou tragique, je ne sais pas comment le décrire. Ouais, enfin, qui est terrifiante. En fait, elle illustre la puissance de feu des armées pendant cette Première Guerre mondiale. Parce que voilà, on se croirait dans une grotte de Lourdes ici. En fait, Oui. c'est une gaine, une galerie qui a été complètement éclatée, très endommagée par un obus énorme qui a été tiré par les Allemands. On n'a pas la date exacte, c'était en 1915 ou 1916, c'était avant le siège. Mais imaginez-vous, voilà, l'obus qui a fait ces dégâts-là, il a été tiré par les Grosses Bertha, c'est un canon qui est connu pendant la Première Guerre mondiale. C'est un canon qui avait été fait pour casser les fortifications. Ouais. Parce que ces canons envoient des obus de 42 cm de diamètre. Ils font 1 tonne, ils sont à peu près hauts comme vous et moi. Ouais. Et lorsque ces canons tirent, ils envoient l'obus d'1 tonne à 8 km d'altitude. Il faut une sacrée puissance de feu. Sacrée puissance, on imagine la flamme, l'énergie déployée pour lever sûr. cette masse. Et là, le projectile descend, tombe sur sa cible de tout son poids avec une chute de 8000 mètres d'altitude. Et les soldats qui sont en dessous, ils entendent le sifflement qui grossit, et ils disent, parce qu'on n'a pas d'effets spéciaux, c'est comment raconter ça. Alors ils disent que c'est comme si un train complet avec toutes ces voitures vous tombez dessus, et personnellement dessus en plus. Oui. Et donc le projectile finit par tomber sur le fort. Ouais. Quand ça frappe le fort, en fait, le projectile s'est fiché dans le béton, et le fort s'enfonce dans le sol de 2 ou 3 cm, une vibration est terrible, et quelques centièmes de seconde après, l'explosion. L'explosion. Et donc là, la voûte, elle a tenu. Il faut dire qu'on a 2,50 m de béton dessus de nos têtes, mais il y a des blocs qui sont quand même détachés. Alors, on ne sait pas s'il y a eu des victimes quand ces blocs sont tombés, mais Bien en sûr. tout cas, ça libère une poussière de béton épouvantable. Alors, le matériau tient grosso modo, mais par contre, pour les hommes en dessous, c'est complètement insupportable. Et l'énergie surtout que ça doit. L'énergie libérée. La vibration. Imaginez-vous le blast. Vous savez que Ouais. les effets spéciaux, maintenant, on peut voir ce que ça donne. Ouais. L'onde de choc qui se répercute partout. Il y a des types qui sont projetés contre les murs rien que par l'onde de choc. On a reconstitué d'ailleurs. On a une idée. On a des On a une témoignages, idée. malheureusement, dans certains forts, ce n'est pas le cas ici, mais là où les obus ont percé la dalle en béton, et bien là, c'est terrible, les effets sont terribles. Rien que par le souffle, on a des hommes écrasés contre les murs. Donc, il y a ce souffle qui est libéré, le bruit.
est terrifiant. On a la poussière de béton qui se libère partout, qui empêche de respirer. Ouais. Si le matériau tient, pour les hommes, c'est autre chose. Et ils ont tiré, vous m'avez dit, à combien de kilomètres? À Alors, 14 kilomètres. voilà, les canons, ils ont une portée maximum de l'ordre de 14 km. C'est énorme, à 14 km du front, Oui, de la ligne de combat, tout à fait. la ligne hein, de combat, front, oui, de oui, tout à pouvoir fait. frapper. Ça montre, ça illustre la puissance de feu. Et on imagine que la chair n'est rien face à l'acier comme ça. Bien sûr. Quand on voit comment le béton là est entamé, les projectiles qui tombent, alors fort heureusement il n'y a pas que des 400 mm qui tombaient, mais voilà, pendant cette guerre, l'immense majorité des projectiles allaient de 7 à 50 kg. C'est énorme. Des types qui prennent des projectiles de 50 kg, qui explosent. On se rend compte que cette guerre-là, c'est vraiment c'est comme des mouches écrasées à coups de marteau-pilon, quoi, des fourmis écrasées à coups de marteau-pilon. Ça doit résonner au… Exactement, Ouais. sans être touché, ils le disent, hein, vous avez totalement raison. Déjà, maintenant que les effets spéciaux, on peut savoir ce que ça fait. La tête comme dans un bocal, on n'entend pas très très bien. Puis l'onde de choc, elle se répercute et elle scie toutes les volontés. C'est-à-dire qu'il y a des attaques qui sont stoppées sans avoir été touchées en tant que telles, mais quand les types voient exploser devant eux ou autour d'eux ces projectiles énormes, il y en a plein qui n'ont pas l'énergie d'avancer au-delà, c'est pas possible. C'est terrible, c'est terrible. Là, nous sommes donc dans un exemple assez marquant de ce qu'est cette fameuse bataille de Verdun et la bataille du siège. On dit le siège du Fort du Vau. Le siège du Fort de Vau, Le siège du Fort de Vau, absolument. Et si on s'avançait un peu peut-être au bout de cette histoire, de cette bataille fantastique, dont l'histoire est riche, pour approcher, toucher du doigt là où les Français, les Allemands se sont combattus. On va aller au plus près. Allez, on y va. À présent, ça y est, on touche au but, là où les combats peut-être ont été les plus intenses dans l'histoire de ce Fort de Vau. Voilà, en fait c'est l'histoire, qui dit siège dit situation d'attente. Et il y a, dans cette attente-là, il y a 2 points d'attaque, c'est 2 galeries que les Allemands essaient de remonter pour atteindre l'élément central qui est la caserne. Et donc là, juste derrière nous, au-delà des 2 chicanes, Français et Allemands se sont affrontés donc, du 2 juin jusqu'au 6 juin 1916. Donc c'est un combat qui est terrifiant, qui est ubuesque en fait. Imaginez-vous, on se bat dans des galeries qui font 1,50 m de large, 1,80 m de haut. Donc les Français, le système de défense, ils avaient établi des barricades pour obstruer complètement le passage. En arrière, ils mettaient une deuxième barricade avec une mitrailleuse prêt à riposter au cas où, au moment où la barricade sautera, et on sait très bien que les Allemands vont utiliser et ont utilisé des explosifs pour avancer. C'est une guerre qui est psychologique, qui s'écoute beaucoup parce que c'est des galeries, le sol est en béton, ça résonne énormément. Ils ont des bottes cloutées. En marchant, on entend l'adversaire, puisque les bottes cloutées, comme les Français ont des bottes casques, donc on s'entend de part et d'autre de la barricade. Et donc quand on entend l'adversaire qui gratte dedans, c'est-à-dire qu'il est en train de poser de l'explosif. Donc là, on se replie à toute vitesse. On attend l'explosion avec un stress, avec le souffle coupé, et à un moment, boum, ça explose. Et là, tout de suite derrière, on ouvre le feu. En ouvrant le feu, les assaillants qui sont derrière, ils n'ont aucune chance parce qu'il n'y a pas d'espace pour évoluer. Donc c'est un coup de grenade, de hurlements de part et d'autre. Et ça s'interrompt quand finalement un des 2 camps abandonne. Donc c'est ça qui va se passer entre le 2 et le 6 juin, parce que la reddition a lieu les premières heures du 7 juin. Les Allemands vont quand même réussir à grignoter du terrain petit à petit, mais c'est dans des conditions totalement dantesques. Et ils ont utilisé, le 4 juin, c'est vraiment le jour où ils ont failli réussir à enlever le fort d'un seul bond. Ils ont utilisé des lance-flammes. Donc en plus, des lance-flammes utilisées pour essayer de brûler les défenseurs derrière. Donc ils n'ont pas réussi, c'est passé un cheveu. Mais ce qui fait qu'en plus du combat, du stress, toutes les galeries où nous trouvons étaient recouvertes de suie. L'odeur suisse, c'était terrible. Voilà. Et donc on comprend l'endurance, l'abnégation qui a été présentée par tous ces hommes, parce que se battre dans des conditions comme ça, et qu'on arrive finalement à ce que la garnison française ne soit plus du tout en état de se défendre. Et le fort soit pris. En tout cas, merci pour ces explications. On retrace quand même l'histoire de ces hommes ici, c'était quand même très émouvant. Merci de nous avoir accompagnés un bout de notre escapade à Verdun. C'était un grand plaisir. Merci Nicolas. Merci à vous.